Madame Prada-Bordenave, vous avez la parole. Merci, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les professeurs, docteurs, chers amis. C'est un honneur et un plaisir pour moi de pouvoir prendre la parole dans une occasion aussi solennelle que celle de l'anniversaire des 50 ans de la déclaration d'Helsinki. Et je remercie les organisateurs, et en particulier le professeur Hirsch, d'avoir ainsi permis à l'Agence de la biomédecine d'être associée à cet événement. Créée par la loi de bioéthique de 2004, l'Agence de la biomédecine est, comme vous le savez, un établissement public qui relève du ministère de la Santé et qui est compétent dans les domaines de la greffe d'organes, de tissus, de cellules, la procréation, l'embryologie, la génétique humaine. L'agence doit, selon la loi, promouvoir la recherche dans son champ de compétences. Elle est également chargée de délivrer des autorisations qui rendent licite la recherche sur l'embryon ou les cellules souches embryonnaires humaines, mais elle n'est pas acteur de recherche. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu une première réaction d'étonnement lorsque le professeur Hirsch m'a proposé d'intervenir à ce colloque. Mais grâce à son insistance et à ses mails, j'ai réfléchi et je suis arrivée au constat qu'en effet, dans son action et sa réflexion éthique, notamment portée par cette instance particulière qui est le Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine qui se réunit tous les mois sous la présidence du professeur Niaudet qui est ici présent, l'Agence fait application de textes et de valeurs extrêmement proches de celles de la déclaration d'Helsinki et sans doute inspirées par elle. Et cela s'explique assez facilement si l'on songe que dans les domaines de compétences de l'agence, le soin est apporté par des éléments ou des produits du corps humain et que d'une certaine façon, on fait appel à un homme pour en soigner un autre. J'ai choisi d'illustrer cette proximité en prenant l'exemple de la protection des donneurs vivants d'organes et de cellules et des articles 25 et suivants relatifs au consentement éclairé. On peut, par un bref rappel historique, montrer comment ces valeurs ont émergé dans notre domaine, comment elles se sont construites un peu en même temps et en parallèle que se menait la réflexion qui a abouti à la rédaction de la déclaration d'Helsinki selon le cheminement qui a été rappelé tout à l'heure. Les valeurs éthiques du prélèvement et de la greffe d'organes et de cellules puisent leurs racines dans celles du don du sang. Lorsque le professeur Tsank a, en 1923, fondé à l'hôpital Saint-Antoine le premier centre de transfusion sanguine d'urgence, il a, dès le début, mis en valeur la noblesse du geste du donneur qui, par une transfusion réalisée à l'époque de bras à bras, permettait de sauver une vie. À cette époque-là, les donneurs étaient respectés. Ils étaient des collaborateurs occasionnels, mais identifiés, du service hospitalier. On faisait appel à eux en cas de besoin, mais ils étaient rémunérés, et tout le monde trouvait d'ailleurs cela tout à fait normal. Et ce n'est qu'au lendemain de la guerre que le principe du bénévolat s'est imposé. C'est en 1949 qu'a été fondée la Fédération nationale des donneurs de sang bénévoles. Cette fédération a fait la promotion du don auprès de tous les citoyens, et pas simplement auprès de quelques initiés proches du service. Elle a donc été amenée à porter des messages d'information auprès de tous les candidats potentiels au don, avant la réalisation de leurs gestes généreux et librement consentis. La greffe d'organes, elle, s'est développée à peine plus tard, puisque c'est en 1952 qu'a eu lieu la première greffe de rein avec donneur vivant, celle de Marius Renard, auquel sa mère avait donné un rein. Mais la greffe n'a réellement pris son essor dans notre pays et ailleurs qu'après la découverte à la fin des années 50 du système HLA et du complexe donc d'histocompatibilité. Au moment où s'élabore donc la déclaration d'Helsinki, la greffe commence à peine à émerger et d'une certaine façon, elle est encore une activité de recherche. Il ne faut donc pas s'étonner que les principes qui l'ont progressivement encadré et qui l'ont conforté et qui ont permis son développement soient si proches de ceux portés par la déclaration d'Helsinki. On retrouve ainsi l'égal respect de tous les êtres humains, qu'ils soient donneurs ou receveurs pour la greffe, et qui est rappelé à l'article 7 de la déclaration. La nécessaire qualification des acteurs et des établissements qui pratiquent les prélèvements et les greffes, c'est l'article 12 de la déclaration. La compensation de tous les préjudices subis par le donneur et son suivi médical après le don, l'article 15. La démarche fondée sur l'appréciation bénéfice-risque, les articles 16 et suivants. L'implication d'un comité indépendant, l'article 23, et tout particulièrement le consentement éclairé, les articles 25 et suivants. C'est la première loi de bioéthique en 1994 qui a posé dans notre pays les premières règles. Le premier élément important est que le cercle de donneurs potentiels d'organes est limité et que certaines personnes particulièrement vulnérables en sont exclues par la loi.
La limitation du cercle des donneurs, fixée initialement à la seule famille proche, a été progressivement élargie par les lois de 2004 et 2011, mais en France, on a maintenu le principe qu'il doit exister entre le donneur et le receveur un lien, soit familial, soit, comme le dit la loi de 2011, affectif, étroit et stable depuis plus de 2 ans. Ce lien de proximité joue un rôle, certes, dans la motivation du donneur qui fait un geste pour aider un proche malade, mais on sait qu'il est aussi, dans la plupart des cas, de nature également à protéger le donneur dans la mesure du possible. Par ailleurs, la loi française exclut totalement le prélèvement d'organes sur une personne vivante mineure ou majeure bénéficiant d'une mesure de protection légale, et cette exclusion est assortie de sanctions pénales lourdes, 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Mais il est intéressant de noter que pour le don de moelle osseuse, de cellules souches hématopoïétiques, pour lequel le cercle des donneurs potentiels en intrafamilial est extrêmement restreint en raison de la nécessité d'une quasi-identité immunologique entre donneur et receveur, pour ce don qui permet de soigner des maladies mortelles du sang, eh bien, le législateur a permis d'aller au-delà en l'absence d'autres solutions thérapeutiques, et il a permis le prélèvement de mineurs ou de majeurs protégés au bénéfice d'un frère ou d'une sœur, et de manière très très exceptionnelle, d'un cousin germain, d'un oncle, d'une tante, d'un neveu, d'une nièce. Les donneurs vivants d'organes sont donc des personnes capables. Les donneurs intrafamiliaux de cellules peuvent être des personnes incapables. Pour que leur don soit possible, il faut qu'elles donnent un consentement libre et éclairé. Et il n'est pas très facile de donner un consentement totalement libre lorsque l'un de vos proches est gravement malade et pour la greffe de cellules, qu'il va sans doute mourir s'il n'est pas greffé. Il peut y avoir également des pressions familiales, bien sûr. Il y a souvent un fort sentiment de culpabilité, puisqu'on a la chance de ne pas être malade, alors que le frère est malade. Il peut y avoir aussi une sorte d'aveuglement du donneur sur les conséquences qu'il subira à l'occasion de ce don. Pour les parents, dans le cadre d'un don de moelle osseuse par un mineur, la situation est dramatique. Ils ont un enfant atteint d'une leucémie ou d'une maladie mortelle du sang, qui va mourir sans doute s'il n'est pas greffé. Et le donneur potentiel idéal, entre guillemets, est un autre enfant, parfois très petit, sur lequel il va falloir faire une ponction sous anesthésie générale. Donc, c'est pour ces raisons que les lois de bioéthique, en 1994 puis en 2004, ont mis en place une procédure qui, en plus de l'équipe médicale chargée de la prise en charge médicale et de l'accompagnement du donneur et du receveur, équipe qui va respecter tous les principes qui ont été bien rappelés par le docteur Faroujda, va faire intervenir 2 acteurs, le président du tribunal de grande instance et un comité d'experts qu'on appelle le comité d'honneur vivant. Les comités d'honneur vivant sont des autorités administratives indépendantes. Ils sont au nombre de 9. Leur ressort territorial est défini par un arrêté. Le comité compétent est celui dans le ressort duquel demeure le donneur ou bien celui où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le receveur. Ils sont composés de 5 membres, 3 médecins, une personnalité qualifiée en sciences humaines et sociales et un psychologue. Et lorsqu'il s'agit d'auditionner des mineurs et leurs familles, la composition est adaptée pour que la dimension pédiatrique et pédopsychiatrique soit introduite. L'Agence de la biomédecine ne participe pas à ces comités, mais elle en assure le secrétariat. Le comité intervient de 2 façons, en jouant un rôle d'information du donneur et aussi un rôle majeur d'autorisation de la greffe. En premier, donc, il est chargé d'informer le donneur sur les risques et les conséquences du prélèvement. Pour cela, il reçoit le donneur potentiel et il examine avec lui toutes les conséquences de ce don. Le donneur est reçu seul, sauf s'il a besoin d'être assisté par un interprète. Il est important de souligner que cet interprète est désigné par l'agence sur une liste d'interprètes assermentés. Il ne s'agit pas d'un membre de la famille, il ne s'agit pas d'un interprète lié à l'équipe de greffe. Lorsqu'il s'agit d'un donneur pédiatrique, c'est la famille, les parents qui sont auditionnés avec l'enfant, mais la loi prévoit que si l'enfant est suffisamment grand, il doit aussi être auditionné seul. Pour un certain nombre de donneurs, cette audition est la première fois où ils vont se trouver seuls, non accompagnés de leur receveur. C'est un moment important, c'est un moment souvent redouté. Certains donneurs supportent mal cette audition. Ils trouvent les questions très intrusives. Ils dénient au comité la légitimité de remettre en cause leur projet personnel généreux, longuement mûri, longuement réfléchi. D'autres sont au contraire très soulagés de pouvoir enfin poser des questions qu'ils n'osaient pas formuler devant leurs proches ou devant l'équipe médicale. D'autres enfin s'effondrent et avouent leur profonde angoisse
leur refus, leur profonde difficulté à résister à une pression familiale et très souvent, pour les enfants, leur profonde culpabilité de ne pas être malade. Après cette information, le donneur doit aller exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance. Le président du TGI est chargé de vérifier la réalité des liens qui unissent le donneur et le receveur et leur conformité à la loi, car la transgression majeure que constitue le prélèvement d'un organe ou de cellules sur une personne en bonne santé, cette dérogation à l'interdit fondamental de mutiler, de porter atteinte à l'intégrité du corps humain, ainsi que le risque de trafic d'organes ont justifié en 2011, conformément aux propositions de la commission Guinchard de révision du nouveau code de procédure civile, le maintien de cette procédure et de cette formalité solennelle. Là encore, le ressenti des donneurs est assez variable. Pour certains, il s'agit d'une procédure totalement inutile. Pour d'autres, au contraire, la solennité du lieu et du moment leur fait ressentir l'importance de leur acte et l'attention, l'accompagnement qui porte la société, manifesté par ce magistrat éminent. Il semble que la procédure est d'ailleurs d'autant mieux vécue que le juge qui reçoit le consentement est informé des enjeux du don et qu'il n'y a pas, comme parfois malheureusement, une impression de manque d'intérêt. Le recueil de ce consentement donne lieu à la rédaction d'un acte qui est signé par le magistrat et qui est ensuite adressé au comité. Dans les cas d'urgence, le consentement peut être recueilli par un magistrat du parquet. Ces cas d'urgence sont très rares. Ils concernent majoritairement les greffes hépatiques pour de très jeunes enfants qui vont recevoir un morceau de foie donné par l'un de leurs parents ou de leurs grands-parents. Après le recueil du consentement, le comité est appelé à se prononcer sur le fond et à autoriser ou non la greffe et donc le prélèvement. Ce n'est pas dans tous les cas. C'est pour la quasi-totalité des donneurs d'organes que cette autorisation est nécessaire. L'exception, ce sont les parents. Lorsque des parents donnent à leur enfant, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une autorisation du comité. Et puis, pour le don de moelle osseuse, il n'y a autorisation que lorsque le donneur est un mineur. Pour les donneurs majeurs, on ne passe pas devant le comité. On doit noter que cette autorisation n'est pas prévue dans la loi, donc lorsque ce sont les parents qui donnent pour leur enfant, sans doute parce qu'il y a là une continuation naturelle du geste de donner la vie. Pour prendre sa décision, le comité a de grands pouvoirs. Il peut procéder à toutes les investigations, il peut procéder à toutes les consultations nécessaires, il peut en particulier accéder aux informations médicales concernant le donneur et le receveur. Il a le droit de porter une appréciation sur le bénéfice attendu de la greffe pour le receveur. Et il doit le rapporter au risque que l'on fait courir au donneur. Ce qui est extrêmement important, c'est que le comité n'a pas à motiver sa décision. Cette décision est par ailleurs souveraine. Il y a donc des cas où le refus du comité peut aller contre la volonté pourtant clairement exprimée du donneur. Il y a également des cas où le refus du comité est la conséquence des angoisses que le donneur a exprimées dans le secret de son audition. Au demeurant, grâce à l'absence de motivation, le comité assume pleinement cette décision de refus, quelle qu'en soit l'origine. Il y a dans les faits extrêmement peu de refus ou de blocage de procédure par le magistrat. Entre 1 et 5 par an ces dernières années, que vous devez rapporter à plus de 300, et cette année, près de 400 greffes d'organes avec un donneur vivant. Certaines équipes s'en plaignent, mais elles ont tort. Tous les acteurs sont conscients de l'importance majeure de ces greffes pour le receveur et de la motivation des donneurs, mais ils font primer une valeur éthique fondamentale qui est celle du consentement libre et éclairé. Les études rétrospectives et prospectives menées depuis 4 ans par l'Agence de la biomédecine sur la qualité de vie des donneurs vivants d'organes montrent l'importance de cette information préalable, comme le disait tout à l'heure le professeur Cavazzana-Calvo. Cette information, même si elle est mal reçue au début, est ensuite vécue comme essentielle. L'importance aussi d'un engagement pleinement libre dans le processus qui aura de toute façon, même si ça se passe bien, des conséquences majeures par la suite. Plus que le refus, qui reste très rare, c'est l'attention portée au donneur par ce dispositif qui est importante et qui retentit sur toute la prise en charge de ce donneur avant, pendant et après le don. C'est lorsque l'attention portée au donneur est au moins aussi importante que celle portée au receveur malade que le don vivant d'organes et de cellules peut être vraiment éthique. L'Organisation mondiale de la santé l'a rappelé dans les principes directeurs sur la transplantation qu'elle a adoptés en mai 2010, faisant ancienne la déclaration d'Istanbul adoptée sous l'égide de la Société internationale de transplantation et en écho bien sûr à la Convention d'Oviedo.
Or, l'Organisation mondiale a également rappelé que parmi les 107 000 greffes d'organes recensées chaque année, 75% sont des greffes de reins et qu'une greffe de rein sur 10 est faite avec un rein acheté, presque toujours à un vendeur pauvre et vulnérable pour un receveur riche. Ces 107 000 greffes ne couvrent que 10% des besoins en organes dans le monde et face à la pression qui s'accroît, au risque de trafic, au risque d'absence de respect de centaines d'êtres humains au motif de la maladie d'autres êtres humains souvent plus riches, le principe de consentement libre et éclairé prend tout son sens et il est heureux que nous puissions, à l'occasion de cet anniversaire solennel, le rappeler avec force. Je vous remercie.